Nous sommes en direct sur le compte officiel porte-parole Maurice Kamto. Et ce soir, dans un exercice de live, nous allons nous entretenir avec les trois avocats qui, pour le compte du collectif assurant la défense des prisonniers politiques arrêtés dans le cadre des marches blanches depuis le 28 janvier 2019 pour certains, un peu avant, 2 jours avant, le 26 janvier 2019 pour d'autres. Également ceux arrêtés le 1er juin 2019 à l'occasion de la marche blanche de ce jour-là. Ceux aussi arrêtés le 8 juin 2019. Et s'agissant de ceux arrêtés le 1er juin, vous avez notamment le premier vice-président national du MRC, Mamadou Yacouba Mota, qui, en compagnie de Sa Majesté Bilo Haïfa, a été arrêté le 1er juin, en compagnie également du docteur Apollinaire Oko. Le docteur Apollinaire Oko, qui est le régional MRC pour la région du Sud Cameroun, le docteur Apollinaire Oko, qui est originaire de Moyo-Messala et qui nous manque parce qu'avec les autres camarades politiques embastillés, ils font l'objet de l'arbitraire de ce régime illégitime. Nous sommes donc ce soir en présence de Maître Serge-Emmanuel Chenjou, avocat au barreau du Cameroun, avec à ses côtés Maître Soter Menkem, avocat au barreau du Cameroun. Nous avons également parmi nous Maître Ndjodo Crépin, avocat au barreau du Cameroun. Ils sont respectivement au centre pour Maître Serge-Emmanuel Chenjou, à qui je demande bien aimablement de faire un geste de la main pour que les internautes puissent l'identifier. Voilà. Nous avons également Maître Soter Menkem. Merci Maître. Et aussi nous avons Maître Ndjodo Crépin. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet révoltant, choquant, inhumain et absolument inadmissible. Le sujet que nous allons aborder ce jour porte sur la détention, ou plutôt, pour employer le terme technique le plus approprié, la garde du vice-président national Mamadou Mota dans les murs d'une institution dédiée à la sûreté au plan national, cette garde qui a fait suite à son enlèvement à la prison centrale de Kondengui, il me semble, dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019, voilà, en compagnie d'autres prisonniers politiques. Le vice-président national du MRC a été embarqué de nuit vers une destination inconnue. Aujourd'hui, nous allons pouvoir savoir quelle était cette destination de la bouche de ceux qui reviennent de là. Nous allons pouvoir savoir quel est le traitement qui lui a été infligé là-bas. Nous allons pouvoir savoir si les droits qui sont reconnus à Mamadou Yacouba Mota et ceux qui ont été déportés avec lui depuis la prison centrale de Yaoundé-Kondengui ont été respectés. Mais surtout, nous allons savoir ce que Mamadou Yacouba Mota a dit aux avocats hors de l'audition qui s'est faite ce jour. Je vais donner la parole sans plus tarder aux avocats pour qu'ils puissent nous faire savoir et découvrir le sens des réponses à donner à toutes les questions évoquées un peu plus haut. Maître Serge-Emmanuel Chenjou, vous avez la parole. Bonsoir Olivier. Bonsoir Maître. Les mots me manquent pour qualifier ce que j'ai vu aujourd'hui. Il faut parler plus fort pour que nos... Les mots me manquent pour qualifier ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce que après plusieurs tentatives visant à rencontrer nos clients qui ont été exfiltrés à la suite de ce qu'on a qualifié de mutinerie à la prison centrale, nous n'avons pas pu les rencontrer. Et c'est aujourd'hui, à la faveur d'un coup de fil
que le coordonnateur, Maître Sylvain Sopra, a reçu. Le coordonnateur de la Le défense. coordonnateur du collectif. Du collectif. De la défense, des prisonniers politiques. C'est à la faveur de ce coup de fil qui lui disait que notre client, Mamadou Mota Yakouba, premier vice-président du MRC, devait être entendu dans les locaux du 7. Et toute affaire cessante, nous étions au palais, nous sommes rendus. Et y étant, nous avons rencontré notre client, très mal en point. Première vue, il avait un bandage sur sa main gauche qu'il portait à l'aide d'une ficelle. D'accord, donc il avait le bras en écharpe. Le bras en écharpe, c'est exact. Et il était très affaibli. Nous avons remarqué également qu'il avait des hématomes au niveau de la tempe gauche. Il avait également un bandage sur la tête, sur le front, et difficulté à se mouvoir, à faire mouvoir son... je me dois, pour mieux situer l'événement, relater les faits depuis le commencement, au regard de ce que notre client nous a dit, puisque nous n'étions pas là. Les événements de la prison centrale commencent le 22 dans la matinée. Et selon ce que notre client nous a dit, à partir de son quartier, de son local, du balcon de son local, dans la matinée, il se rend compte qu'il y a un groupuscule de détenus, habituellement appelés anglophones, nommés Amba Boys, dans le jargon qui est utilisé à la prison. Il se rend compte qu'ils sont en train de manifester bruyamment dans la cour. Et ils ont, disons, entre leurs mains, des couvercles de marmite qu'ils essaient de pour faire du bruit. Et ils abordent le drapeau de l'Amazonie. Bon, de prime abord, il croit que c'est un petit mouvement qui va se dissiper et il retourne dans son local. Mais par la suite, il y a certains d'entre eux, oui, c'est ça, certains d'entre eux viennent vers lui pour solliciter sa médiation et lui posent leurs problèmes. Entre autres, la malnutrition, mange de maïs bouilli, avec que des cailloux, d'après ses déclarations, et ça c'est tous les jours. Et puis, il souhaite rencontrer le ministre de la Justice pour discuter avec lui. Les internautes souhaitent que le son soit plus fort pour qu'on puisse entendre. Oui, il faut lever un peu le ton pour qu'ils puissent entendre. Tout à fait. Donc, une délégation des Amba Boys viennent vers le vice-président du MRC, M. Mamadou Yakouba Mota, et sollicitent sa médiation. Et posent donc leurs problèmes. Ils souhaitent que la ration pénitentiaire soit améliorée. Ils souhaitent rencontrer le ministre et être jugés dans les meilleurs délais. Voilà leurs revendications. Le vice-président Mamadou Yakouba Mota leur dit « Je ne peux pas servir de médiateur parce que vous abhorrez le drapeau, un drapeau qui n'est pas le drapeau du Cameroun. » Et sur ces entrefaites, il se retire. Et plus tard,
ils reviennent après avoir déposé le drapeau querellé. À ce moment, Mamadou Yakuba, pour montrer son patriotisme, il aborde un survêtement aux couleurs nationales de Lion indomptable et il s'en va vers eux. Et à ce moment, quand il arrive, les gars le portent en triomphe. Mais ces militants qui l'ont reconnu viennent dire laissez-le parce qu'il n'est pas concerné par votre mouvement. C'est ainsi qu'à ce moment, il sert de traducteur. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il y a une vidéo dans laquelle il traduit les propos de ceux qu'on peut qualifier de mutins. À savoir, il faut rencontrer le ministre, il faut améliorer la ration pénitentiaire, etc. Bon, au fur et à mesure que le temps passe, si j'oublie un détail... non, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure que le temps passe, la foule ne fait que grossir. Certaines personnes... Au départ, les manifestants n'étaient pas plus de 30. Mais par la suite, les autres les rejoignent et au fur et à mesure, le mouvement prend de l'ampleur. Et à ce moment, Monsieur Mamadou Yakuba Mota retourne dans son local. Et c'est après quelque temps que quelqu'un vient lui dire que le régisseur l'appelle pour qu'il serve de médiateur dans cette crise. Il s'y rend en compagnie du président du Parti des Républicains, M. Gilbert Baola, et d'un autre leader de parti politique qui est incarcéré et qui se trouverait dans le même quartier. Il s'y rend et une fois chez le régisseur, parce qu'il faut préciser que le régisseur était... Il s'y rend et il est temps. Les discussions commencent. On demande de faire venir les représentants des Amba pour reprendre leur terre. Et on se rend compte qu'entre eux, ils sont divisés. Il y a entre autres Mansour BBC, il y a d'autres personnes. Et personne ne vient à cause des querelles intestines. Mais il y a des échanges entre Mamadou Yakuba porte à la connaissance du régisseur les griefs des régisseurs, les griefs formulés. Et il retourne dans sa cellule, dans son quartier, dans son local. Par la suite, les événements prennent une autre tournure. Et c'est ainsi que, contre toute attente, il se rend compte que le local, je crois 14, oui. Le quartier 14, appelé Kosovo, est ouvert et les grands bandits retrouvent les manifestants et foncent directement dans des quartiers spéciaux. Certains bandits retrouvent le vice-président dans son local et leur propose, avec ses co-localistes, ses co-locataires, ils leur proposent leur service pour les protéger de la furie des grands bandits. Et contre rémunération, bien sûr, l'un des co-locataires du vice-président leur remet 5 000 francs et ils trouvent que c'est insuffisant. Ils insistent et M. Mamadou Yakuba ajoute 5 000 qu'il emprunte au commandant. Il a dit le commandant. Je ne sais pas qui est le commandant là-bas. Mais à ceux qui sont venus, soi-disant, les protéger, alors qu'en fait, ils étaient des agresseurs. Il y a également un condamné à mort qui vient dans le local de Mamadou Yakuba et lui dit, président, j'espère que vous n'avez pas de problème. Il lui dit,
ça va. Mais essayez d'aller au quartier féminin pour protéger nos filles. Et ce monsieur se rend donc au quartier féminin pour protéger les filles du MRC, qui, il faut le rappeler, sont très nombreuses de ce côté depuis les événements du 26 janvier. Par la suite, la nuit tombe et l'insécurité règne. Mamadou Yakouba retourne dans son local et dans son lit. Il y a des coups de feu, des échanges, des tirs à balles réelles. Il entend des coups de feu, les cris, les machins. Et il apprend qu'on a incendié la bibliothèque. Oui. Il apprend également qu'il y a des saccages. Il reste dans son mandat. Parce que l'insécurité règne. Dans son mandat, c'est le jargon consacré en prison pour dire son lit, en fait, sa petite couche, sa couchette. Sa couchette, merci. Il est surpris aux environs de 3 heures du matin de recevoir la visite des gardes prisonniers, je crois 2 ou 3 gardes prisonniers, oui, qui viennent le conduire manu militari vers le bureau du régisseur. En le roi de coups. Partout sur les côtes, sur la tête, la tempe. Et il est accompagné de Gilbert Baonla. Et dans l'élan rebarbatif de ces gardiens de prison, on casse les verres de Gilbert Baonla. Il persévère. Mais il est surpris une fois dans la cour d'honneur d'être seul jeté. On le jette seul, on le conduit dehors et on le jette seul dans le pick-up. On va faire une petite pause. Je vais demander à aux internautes s'il y a des problèmes au niveau de l'image. Je voudrais qu'ils confirment. Est-ce que l'image est bonne? Parce que j'ai vu quelques plaintes concernant l'image. Est-ce que l'image est rétablie s'il y a eu une coupure à un moment? Ok. Nous avons un internaute qui dit c'est bon. Les autres suivent et disent c'est bon. Chez moi c'est parfait. Orti Humet dit oui c'est bon. Brice Lloyd dit oui c'est bon. Nous pouvons donc continuer à partir du moment où on le sort de sa cellule. Reprenons juste à partir de là. Oui, et les événements qui se produisent à ce moment, la violence qu'on lui fait subir. Mamadou Mota et vous avez dit Gilbert Baonla. Oui, revenons à cette épisode. Oui, oui. Très bien. Je disais donc que, d'après les récits de notre client, on le sort de son mandat avec le président du Parti des Républicains, Gilbert Baonla, à leur roi de coups. Qui les sort de leur couchette? Les gardiens de prison. D'accord. Ils sont 2 quoi. En les roi de coups. Et dans cet élan rebarbatif, ces geôliers cassent les verres du président du Parti des Républicains. Ils sont donc conduits dans la cour d'honneur. Et une fois dans la cour d'honneur, contre toute attente, on le fait sortir de la prison. Et une fois à l'extérieur, on le jette dans un pick-up. A-t-il dit à ce moment-là qui s'occupe de ça? Quelles sont les forces dédiées à la sécurité qui s'occupent de ça? C'est des gendarmes? C'est des gendarmes. Okay. Une fois dehors, on le jette dans... Les gendarmes le prennent et le jettent dans un pick-up. Derrière un pick-up. Il y a un autre qui se précipite sur lui et lui déchire ses vêtements. À savoir le survêtement aux couleurs nationales et son maillot. Il se retrouve complètement nu. Et c'est ainsi que tous tombent sur lui et il est roué de coups sur toutes les parties de son corps. Incroyable. Et il Par des gendarmes. Les gendarmes. Incroyable.
Il nous dit que c'est en voulant sauver sa nuque qu'il s'est cassé le bras. C'est-à-dire que les coups qu'on voulait asséner sur sa nuque ont pris son bras. Et c'est à ce moment que son bras s'est cassé. Il a eu cette fracture à ce moment-là. Ça veut dire, en gros, on peut imaginer, maître, que s'il avait pris ce coup sur la nuque, ça lui aurait brisé les cervicales. Mais c'est un point vital. C'est un point vital. Ces gens voulaient le tuer. Et puis, il faut ajouter que ces gens l'ont dépossédé de sa montre. Des gendarmes? Oui, de sa montre. Oui. De ses bagues. Incroyable. Croyant que l'une des bagues lui conférait une certaine invulnérabilité. Oh là là. Oh là là. C'est incroyable. C'est donc dit qu'ils voulaient le tuer. Donc, ils l'ont tapé, et c'est au moment où il saignait abondamment que l'un d'eux, apparemment, qui conduisait l'expédition punitive, a demandé qu'on arrête. Et ils sont allés le jeter en cellule. Il a fait 4 jours sans manger. Incroyable. 4 jours. Incroyable. Et il nous a dit que c'est hier qu'il a été conduit dans un centre médical pour faire des radios. Oui. Et c'est ces radios qui ont révélé la fracture qu'il avait au niveau de l'humérus. Je crois que c'est la fracture au niveau de l'humérus. Bon, alors, s'agissant de cette fracture, ça veut dire en gros, et c'est un détail très important, ce n'est pas de manière empirique qu'on a abouti à la conclusion que c'était une fracture. C'est un acte médical qui a été posé. C'est un acte médical. D'accord. C'est un acte médical. D'accord. Qui a identifié une fracture. C'est quel type de fracture? Est-ce que c'est c'est ouverte. Wow. Et est-ce que c'est sur le long de l'os, ou alors c'est l'os qui est cassé en... Je veux dire, elle est horizontale ou verticale? Verticalement. Verticale. Elle est verticale. Il faut montrer vraiment pour que nos internautes voient. Ça veut dire... C'est à ce niveau. Oui. Oui. Elle est légèrement de biais. Le bras est déchiré, l'os est cassé, il y a des fragments, ça veut dire que c'est fissuré. D'accord. Oui, incroyable. Il présente des hématomes un peu partout au niveau des... Et j'ai remarqué, quand il a sollicité une petite pause pour aller se soulager, qu'il avait de la peine à se mouvoir. Ça veut dire son pied gauche et le dos. Oui, son pied gauche et son dos. Et même les reins, parce qu'à un certain moment, pour se lever, il a eu beaucoup de peine. Incroyable. Mais il a, courageux qu'il est, il a quand même pu, se débrouiller pour aller se soulager. Donc c'est dit que nous vivons là l'ensauvagement au superlatif. Parce que de mémoire d'avocat, j'ai jamais vu pareille brutalité. Et il ne faut pas perdre de vue que même les détenus ont des droits. D'accord. En aucun cas, personne n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité physique d'un détenu, sous quelque prétexte que ce soit. Les conventions, les traités dûment ratifiés par le Cameroun, notamment la convention contre la torture, je crois que c'est la convention de Rome, contre la torture, et même la déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'en toutes circonstances, les gens doivent être traités avec humanité. D'accord. Maître Serge Emmanuel, parce que je voudrais tout à l'heure qu'un commentaire juridique spécifique soit fait respectivement par Maître Sauter Menkem et Maître Njodo Crépin. Mais je voulais, sur un aspect qui a été largement médiatisé, cette photo de la honte, cette photo qui accable précisément la gendarmerie, en tout cas via ces brebis galeuses réunies en petites meutes sauvages et criminelles, qui a roué de coups
le premier vice-président national Mamadou Mouta, il y a un cliché qui a été pris. Très bien. Par raffinement de cruauté. Est-ce qu'il a dit quelque chose à ce sujet? Tout à fait. Il nous a dit que, après l'avoir roué de coups, après l'avoir déshabillé et déchiqueté ses vêtements, oui. Il y a un gendarme qui a dit qu'il allait l'identifier. C'est pas. Et l'a filmé, et il l'a reconnu au flash un gendarme l'a filmé. Au moment où il était dans un état, on ne peut plus... piteux. Piteux. Nous comprenons l'émotion et nous comprenons que les mots pour décrire cette horreur puissent manquer. Ah oui, il nous faut comprenons. faire preuve de beaucoup de courage. J'ai fait des efforts pour ne pas pleurer. Un avocat ne pleure pas. Oui. Sinon, j'aurais écrasé une larme. Et je dois préciser que pendant que nous étions à l'audition, nous assistions notre client, le procureur du TGI, M. Ndinzi, oui. est arrivé et nous l'avons salué avec les honneurs dus à son rang. Oui. Nous sommes levés et il a salué notre client en disant d'un ton narquois, c'est vous, Mamadou Mouta. Ah bon? Et il s'est éclipsé. Incroyable. Oui, oui, oui. Cette scène s'est produite. Oui. Ah, oui. Telle que vous la décrivez. Tel que je le c'est ahurissant. Exactement. C'est ahurissant. Maître Serge Emmanuel Chenjou, j'ai du mal d'ailleurs à vous voyez puisque nous avons tous les quatre des relations fraternelles. Je vais dire merci pour ce compte rendu des confidences que Mamadou Mouta vous a faites. Et il m'a même semblé que c'était dans le dessein que vous les rendiez public, parce que ça c'était hors audition. Hors audition. C'est bien ça, n'est-ce pas? À mettre minute pour nous faire un commentaire sur notamment les différentes violations de la loi qui ont frappé son esprit pendant que vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez constaté et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, même de façon sommaire? Alors, je vais commencer mon propos en disant, j'ai vu un Mamadou Mouta physiquement amoché, mais moralement debout. Parce qu'il a dit, ils peuvent torturer mon corps, mais je reste libre dans ma tête. Formidable. Ça, c'est tout, Mamadou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mamadou Mouta est sous la détention provisoire du tribunal militaire, suivant les marches du 1er juin 2019. Alors, nous ne saurons dire par quelle alchimie monsieur Mamadou Mouta s'est retrouvé dans un autre centre de détention, sans acte de juge d'instruction, ni à la connaissance de ses avocats. Parce que, voyez-vous, monsieur Mamadou Mouta a été exfiltré de la prison nuitamment, avec toute la violence que vous pouvez imaginer. Non, je ne pense pas qu'on peut imaginer. On ne peut pas imaginer cette violence. Parce que, revenant sur la photo, vous verrez qu'un gendarme a ses ranges posées sur un être humain. Vous pouvez comprendre le cynisme. Alors, il paraît, selon l'actualité récente, que c'est Waterloo. Allez comprendre ce que cette allusion oui. Abjecte peut sûr, renvoyer. Bien sûr. Alors, M. Mamadou Mouta et bien d'autres détenus qui ont été exfiltrés lundi soir, jusqu'à ce jour, je vous assure, ils n'ont pas reçu la visite d'aucun des membres de leur famille. Incroyable. Jusqu'à ce jour, je vous mets au défi, nous ne connaissons pas le nombre des personnes qui ont été exfiltrées. Incroyable. Jusqu'à ce jour, je vais dire, ce n'est qu'aujourd'hui que M. Mamadou Mouta a eu son premier plat depuis lundi. Il a eu de la peine à manger. Qui a vraiment eu de la peine à manger, disant que s'il n'a pas mangé depuis 4 jours,
comment est-ce qu'il pourrait faire descendre de la nourriture sans avoir bu de l'eau? C'est ce qu'il a dit. C'est pour montrer à quel point les droits les plus élémentaires ont été violés. Ça, nous n'avons pas besoin d'entrer dans le texte de droit logiquement. Je reviendrai sur les dispositions légales. Alors, vous voyez, quelqu'un qui est invité à une médiation pour la malnutrition, mais qui est exfiltré par la violence, la torture, et amené dans un centre où il n'est pas nourri pendant 4 jours. Premièrement, avec l'état des blessures qu'il avait, c'est toujours une façon de vouloir le tuer. Deuxièmement, M. Mota était très malade. Et ce n'est que hier qu'il a pu avoir la visite d'un médecin qui, au vu de la fracture, nous dit, M. Mota nous dit que sa fracture devrait être plâtrée. Donc que la main qui est fracturée devait être plâtrée. Comme pour toutes les fractures. Oui. Et ce n'est pas le cas pour lui. Bon, jusqu'aujourd'hui, elle n'était pas plâtrée. Ça serait de même. Bon, ça fait 4 jours qu'on lui a brisé le bras. Oui. Et on ne l'a toujours pas plâtré. Oui, mais encore plus belle. M. Mota, au service central de recherche judiciaire, est en isolement. Ah bon? Bien sûr, c'est lui qui nous le dit. Il est en isolement. Et je peux vous dire que c'est d'autant plus éclairant que aujourd'hui était la fin des auditions de tous ceux qui ont été exfiltrés. Quoi? Et la première audition pour les avocats. Donc celle de M. Mota. Donc, si nous rentrons dans notre code de procédure pénale, les règles élémentaires de la procédure en ce qui concerne les droits d'un gardé à vue sont indiquées dans l'article 122 et 123. Il a droit à un avocat. Il a droit à la visite des membres de sa famille. Il a droit à une bonne nutrition. Et il a droit aux soins par ceux qui l'ont interpellé et qui l'ont gardé à vue. Mais vraiment, aujourd'hui, voyant ce qui s'est passé, nous avons peur. Parce que nous n'avons pas peur. Nous pensons que la machine mise en place était une torture. Et que la torture est à la fois morale et à la fois physique. De telle enceinte que ce monsieur Mota qui revient en enquête après telle torture, je ne pense pas qu'il peut être libre de tous ses sens quand il dépose. Donc, juste pour revenir en disant, il y a eu de telles violations que la loi elle-même n'arrive plus à comprendre. Parce qu'à ce jour, je me demande bien si M. Mota est au CED sous l'emprise de la détention provisoire du juge militaire, ou s'il est au CED sous la garde à vue de M. le procureur du TGI dont j'ai vu cet après-midi, ou bien s'il est au CED pour la suite de la torture que nous avons vue. Donc, honnêtement, je dirais, ce n'est que des violations en violation. Nous ne saurons nous arrêter là. Elles sont inexhaustives. Incroyable. Maître Menkem, je voudrais savoir, pendant que nous y sommes, de quoi peut-on être, je vais dire, passible lorsque, en tant qu'agent des forces de l'ordre, on recourt à la torture, par exemple? Alors, vraiment sans rentrer forcément dans le détail, y compris des peines encourues, etc. Mais oui. De quoi est-on passible? Premièrement, est-ce que c'est une faute qui est détachable? Est-ce que c'est la responsabilité du tortionnaire ou est-ce que c'est la responsabilité du donneur d'ordre? Les deux à la fois. Oui, Olivier. Dans ce cas précis, la responsabilité va se partager. Se partagera parce que le militaire a agi en tenue et sous les instructions d'un donneur d'ordre. Mais très souvent, l'excuse d'une ordre reçue d'une autorité pour torturer
ne dédouane pas l'auteur de la torture. Un fait justificatif. Ça ne justifie pas, ça n'exonère pas la responsabilité pénale du tortionnaire. D'accord. Donc la torture en elle-même est punissable directement de celui qui est l'auteur. Ok. Mais quand il est en tenue et qu'ils le font en groupe, l'unité ou le commandeur ou le donneur d'ordre Oui. ne saurait s'exonérer ou se séparer de cette torture. Donc la responsabilité de la gendarmerie nationale du Cameroun aujourd'hui peut être engagée pour cette torture qui a été causée par un gendarme. D'accord. Et en l'occurrence d'ailleurs, une escouade de gendarmes, en service, puisqu'ils se sont... Et le service, nous ne savons quelle était l'instruction. Absolument. Oui, parce que si l'instruction est allée jusqu'à donner cet ordre de torture, celui qui a donné l'ordre est le commanditaire. D'accord. D'accord. Donc c'est à peu près cela. Que peut-on se dire quand on se souvient que cette sauvagerie d'État qui a tendance à proliférer et à s'ériger en règle s'était déjà illustrée à l'occasion du 1er juin et du 8 juin, parce que les marcheurs pacifiques qui avaient été arrêtés à ces dates-là, pour ceux qui avaient eu le malheur de se retrouver dans les geôles du CED, tous avaient systématiquement fait l'objet de tortures. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que ce serait exagéré de dire qu'il y a une tendance qui s'assimile à une politique qui est érigée au niveau du CED et de la gendarmerie, s'agissant du CED? Est-ce qu'on serait dans l'exagération? Je ne dirais pas que nous sommes dans l'exagération. Parce que, au vu des preuves matérielles que nous avons, oui. C'est sans crainte que je dirais aujourd'hui que le secrétariat d'État à la Défense, ils ont une prison secondaire là-bas. Oui. Je dirais aujourd'hui que cette prison secondaire a été érigée en centre national de torture. Le mot est Je fort. dirais bien centre national de torture. Parce que les images que nous avons eues du 1er juin, c'était des personnes que nous connaissons, que nous avons suivi leur dossier. Nous avons pris la peine d'enquêter, de nous rassurer que l'information était bonne. Alors, vous allez remarquer que la pratique est courante. Quand on interpelle X et Y, première chose, quand on les amène au CED, interdit de visite, interdit de droit à un avocat, interdit de nutrition, interdit de soins médicaux. Pendant que nous y sommes, maître, a-t-on le droit de priver un détenu ou un gardé à vue d'alimentation? Et qui a la charge de l'alimenter au fait? C'est simple. Quand on est sous main de justice, nous sommes sous l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire a tout un budget pour gérer les détenus. Ils ont ce qu'on appelle la ration pénale. Le détenu est nourri aux frais de l'État. C'est les impôts que vous et moi nous payons. D'accord. Alors, si l'État se tourne à un État répressif, en même temps, elle met les gens en prison, en même temps, l'État devrait s'engager à prendre soin de cette prisonnière. Donc cette personne morale qu'est l'État, elle devrait justement s'assurer de l'alimentation de ces personnes, y compris au CED. Bien sûr. Ce n'est donc pas mendier que de demander un repas, c'est un droit. C'est un droit d'avoir un repas, pas de demander. Ok. Dès lors qu'on vous amène un prisonnier de plus, donc X plus 1, oui. C'est X plus 3 repas, matin, midi, soir. D'accord. Nous pouvons aisément, et vraiment sans faire le moindre effort, deviner où vont les frais qui sont alloués à ce type de charge. Nous le devinons aisément, parce que nous savons que l'empire corruptif qui étend ses tentacules dans ces services-là chemine désormais avec la torture et font bon ménage. Merci, maître Sauter-Menken. Nous reviendrons probablement tout à l'heure, éventuellement sur quelques rajouts. Mais toujours pour la gouverne de nos internautes, je voudrais qu'on boucle cette phase avec une prise de parole de maître Ndiodo Crépin, afin que lui aussi, s'agissant de ce qu'il a observé, fasse quelques appréciations juridiques de ce qu'on pouvait tirer comme constat au vu de cette situation, pour le moins exceptionnellement
négative. Maître. Alors, bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, je suis, en tant qu'avocat, très déçu. Très déçu, très surpris et un peu très contrarié lorsque je peux m'imaginer que c'est dans notre pays que de telles violations de droits humains se déroulent. Vraiment, en tant qu'auxiliaire de justice, je ne peux pas être fier de ceux-là qui ont la charge de concourir à l'éclosion de notre justice. Voyez-vous, monsieur Olivier, le cas d'espèce est simplement incroyable dans son registre de violation. Les confrères précédents vous ont dit avec beaucoup d'accent ce qui s'est passé. Olivier, monsieur Mamadou Mota, actuellement, en l'état actuel de la chose, est sous mandat de détention provisoire de monsieur le juge d'instruction du tribunal militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, il est censé être dans un centre de détention qu'on a même précisé, à savoir Konengi. Alors, lorsqu'on nous appelle dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier pour nous faire savoir que notre client que nous défendons ne serait plus à Kondengi où il doit être et qu'on ne sait pas la direction qu'il aurait prise. On ne sait pas où ces enlèveurs l'auraient conduit. Alors, nous, le matin, nous sommes venus avec des confrères pour se mettre à la recherche de nos clients. C'est-à-dire le 23 juillet. Oui, le 23 juillet, à la recherche de nos clients. Ouais. Et même pas, nous disons même pas, parce que nous ne défendons pas, nous ne nous occupons pas, dans le cas-ci, rien que de nos clients. C'est-à-dire c'était un groupe de personnes qu'on a enlevées, et en tant qu'être humain et défenseur, parce que c'est ça qu'il faut savoir, nous sommes les défenseurs des droits humains. Ça veut dire qu'en tout lieu, en toutes circonstances où les droits de l'homme peuvent être violés, bafoués, l'avocat qui est le défenseur de ces droits humains doit se sentir interpellé. Il ne doit pas dormir. Bien sûr. C'est sous ce prisme-là, connaissant également que nous avions nos clients, qu'on s'est mis à la recherche de l'endroit où étaient conduits ces personnes qui ont été enlevées dans la nuit du 22 au 23 dans leur prison où ils étaient en détention préventive pour les uns et également certainement pour autre chose pour les autres. Après une minute de recherche, on se rend compte qu'une partie de ces personnes se trouve au secrétariat d'État à la Défense, précisément au service central de recherche judiciaire. Nous sommes le 23 juillet. Lorsque nous rentrons là-bas avec les confrères aînés, il était sensiblement 14 h, par là 15 h. C'est-à-dire, il faut que je vous dise ce qui se passe de façon pratique. On nous apprend qu'ils ne sont pas à Konengi, on ne sait pas où ils sont conduits, on se met à fouiller et puis on tombe sur une information qu'il faut à tout prix vérifier. Parce qu'on doit chercher où est-ce qu'ils se trouvent. Il y a la famille qui s'en lamente, il y a nous, conseil, on ne sait pas quelle est la condition de nos clients et des personnes enlevées. On se déporte tout de suite et rapidement au CED. On arrive au CED, moi-même présent avec des confrères, on entre, on se conduit au niveau
du portillon qui donne accès au service central de recherche judiciaire. Mais c'est un déploiement extraordinaire de gendarmes qui interdisaient l'accès à ce portillon. À des avocats. On s'est présenté, on dit nous sommes avocats, on aurait appris que nos clients ont été déportés ou alors enlevés, parce qu'ils préfèrent utiliser enlevés de Konengi, où ils étaient en détention provisoire pour le CED ici. Alors on veut en savoir plus, question d'avoir le cœur net. Mais c'est un gendarme maréchal de logis, chef, je ne sais pas quoi. Je vous passe son nom parce que nous n'avons pas cherché à savoir. Nous étions tellement furieux qui nous dit à distance, arrêtez-vous, pas d'accès ici là. Waouh. Mais nous avons pris notre courage, nous avons dit mais on ne peut pas demander à des avocats en plein service de s'arrêter. Nous sommes avancés avec ce monsieur, ce gendarme. Arrivé à sa portée, nous lui avons présenté, nous avons décliné notre identité. Dès que le client lui a fait au portail, nous avons décliné notre identité et nous lui avons dit la raison et l'objet de notre présence. Nous n'allons pas là-bas en visite de courtoisie. Nous lui avons dit que nous recherchons si. Il nous a fait savoir que ces gens-là sont effectivement là. Première chose. Deuxième chose, mais qu'on ne peut pas y avoir accès. Nous sommes quel jour? Toujours le 23? Le 23, oui, le 23, mardi le 23, il est 14h, 15h par là. Il nous dit oui, effectivement, ils sont là. Parce qu'on a usé un peu, il nous dit ils sont là. Mais vraiment, on nous a demandé et on nous a donné intimé l'ordre selon lequel ils n'ont pas droit aux visites jusqu'à nouvel avis. Ça, c'est ce qu'on nous a balancé en face. Est-ce que c'est légal? Dites-moi. J'arrive. Je vous dis cela pour exactement chuter sur la violation qui en est faite. Il s'agit de quoi? Il s'agit de premièrement de l'entrave à l'exercice de la profession d'avocat. C'est une profession, et je tiens à le marteler, monsieur Olivier. La profession d'avocat est une profession qui me tient à cœur. C'est une profession avec laquelle il faut que les gens arrêtent de s'amuser. Un avocat ne se déplace pas n'importe comment. Un avocat ne pose pas des actes à tutelle. On ne peut pas interdire à l'avocat d'avoir accès à son client. Mais du peu d'expérience que j'ai et des pays que j'ai parcourus, il n'y a que dans mon pays malheureusement où on me dit que moi, maître Ndjodo, avocat, je ne peux pas avoir accès à mon client. L'avocat, c'est à son client, même s'il est minuit. À chaque fois que son client a besoin de lui, ou alors à chaque fois qu'il pense qu'il y a un élément nouveau, nécessaire, important pour la procédure de son client, il peut se rendre là où son client est détenu et demander à le voir. Il faut que les gens le sachent. En d'autres termes, rien ne justifie pendant 4 jours, quelqu'un gardé au CED n'ait eu contact, ne soit entré en contact avec son avocat. Rien ne justifie ça. C'est une violation de la loi. Clair et net. Et c'est regrettable. Nous allons plus loin. Le même gendarme nous dit, alors le confrère lui dit, bon, quand est-ce qu'on peut avoir accès, de façon privée, quand est-ce qu'on peut avoir accès à nos clients? Il nous dit, revenez plus tard, le chef n'est pas là. Et tout. Ça veut dire que si le chef, tant que le chef n'est pas là, si le chef, ça va faire 1 mois, 2 mois, 2 jours, 2 minutes, pendant tout ce temps, vous ne pouvez pas avoir accès à votre client. Par ricochet, vous ne pouvez pas exercer votre profession. Vous ne pouvez pas faire le travail pour lequel vous avez prêté ses mains. Et donc on peut déduire avec ce que vous avez dit aujourd'hui, parce que vous nous avez révélé quand même quelque chose d'explosif, c'est que le vice-président national, Mamadou Mota, était la dernière personne auditionnée. Quand vous êtes arrivé, vous avez découvert que tous les autres avaient été déjà auditionnés. Absolument. Et c'est pourquoi, et c'est ce qui, M. Olivier, m'amène à dire la chose qui suit. Oui. Nous sommes partis, parce que nous ne voulons pas créer un incident. Nous sommes partis avec beaucoup de peine dans le cœur. On a attendu.
La journée du 24 est passée. Nous sommes aujourd'hui rendus à la journée du 25 où on a été informé, comme le confrère Aîné vous a dit tout à l'heure, de ce qui s'est passé. Et nous nous sommes rendus là-bas illico presto. En arrivant, effectivement, on se rend compte que au CED, ils ont organisé et engagé et commencé même et terminé des auditions. Incroyable. Pour certaines personnes, sinon pour la quasi-totalité, et qu'il ne restait plus que le président Mamadou Mouta. Vous voyez à quel niveau on arrive avec des violations, c'est-à-dire vous interpellez les gens, vous les conduisez en détention ou alors en garde à vue, je ne sais pas quel est le terme qu'ils ont utilisé là-bas. Non seulement on n'a pas vu, et je vais dire, on n'a pas vu, j'ai demandé à voir la plainte, pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence là-bas. Est-ce que c'était un flagrant délit? Il ne me semble pas, plus que les faits sont passés. La nuit, on les a pris. Après, on ne peut pas dire qu'on les a pris en flagrant délit de ces actions-là. Non. Quel est donc l'acte? On nous parlait d'un PV de monsieur le régisseur. Incroyable. De monsieur le régisseur. Mais je tenais à rappeler que lorsque les gens sont gardés à la prison centrale de Koningui sous mandat de détention provisoire, ils sont sous le contrôle, ils sont sous la responsabilité de monsieur le régisseur de prison. D'accord. Alors, s'il ne se présente pas à l'audience, parce que le régisseur, pour ceux qui sont gardés, pour ceux qui sont en détention provisoire, a la charge de les présenter à la justice le moment venu et à chaque fois qu'ils sont demandés. À toute réquisition. Oui, à toute réquisition. Alors, rien ne peut justifier le fait que pendant que nous, on sait qu'ils sont là-bas, et lorsqu'on a audience, on nous dise qu'ils ne peuvent pas se présenter parce qu'ils ne sont plus sous main du régisseur. Vous comprenez un peu? Je comprends. Et pour enchaîner avec ce que le confrère disait tout à l'heure, l'ensemble des règles minima, il parlait bien de la ligne numéro 9, ce qu'on appelle le Mandela Rules, est clair. Les détenus ont des droits. Le détenu a droit à s'alimenter. C'est l'obligation du centre, je dis bien l'obligation du centre de détention de nourrir ce dernier. Parce que tant qu'il est là, il est sous votre responsabilité. S'il lui arrive quelque chose, votre responsabilité est automatiquement engagée. Okay. Vous devez le garder en vie. Faites tout ce que vous voulez, mais il doit être en vie et pas seulement en vie. Il doit être viable et bien portant. Ça, ce sont les dispositions du Mandela Rouge. D'accord. On n'a pas... Il a droit à un médecin. Nous sommes astreints au Mandela Rules. Bien sûr, c'est universel. Ok. C'est universel. C'est même repris dans le code de procédure pénale. D'accord. Ce n'est pas... Vous savez, pardonnez-moi de poser la question, c'est que je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de tous ces slogans creux et vides qu'on nous vend au quotidien. Vous savez, il y a des gens qui très sérieusement se mettent parfois à la télé et disent « nous sommes dans un état de droit ». Ils le disent même parfois en s'emportant et en s'énervant après ceux qui prétendent le contraire. C'est pour cela que je voulais m'assurer que ce que vous dites ne sort pas de votre imagination d'humaniste sensible à la détresse de ces personnes-là, mais sort en effet de la règle stricte et rigide de droit. Bien sûr, bien sûr. D'accord, maître. Bien sûr. Nous avons le Mandela Rouge, nous avons la déclaration universelle des droits. Sans couper maître Jodo, oui. C'est bien repris à l'article 122 et 123 du Code de procédure pénale du Cameroun. D'accord. C'est très, très explicite. Je dis bien ça, article 122 et 123. Merci, maître. Merci. Et s'il te plaît, je vais apporter une autre précision. Oui. Il faut dire que l'avocat que nous sommes, ou alors les avocats que nous sommes, passons le temps à réfléchir. Parce qu'on a également cette faculté-là de se projeter, de poser des actions proactives. Alors, lorsqu'on nous a essuyé ce refus de renvoi, de rencontrer notre client, et nous avons imaginé que ce dernier pourrait être dans des conditions de détention inhumaines qui pourraient affecter son état de santé, mettant en mal son quotient vital,
nous avons pensé à rédiger, à saisir les autorités, notamment monsieur le juge d'instruction militaire, en passant par madame le président du tribunal militaire, qui sont responsables, faut-il le dire, à l'heure actuelle, de la présence de monsieur Mamadou Mouta à Koningui, parce qu'il est là-bas par le biais d'un mandat de détention provisoire qui est délivré par le président du tribunal militaire. Là même encore en violation du dispositif positif camerounais. Oui, au passage. Je dis même pas extraordinaire. Oui. C'est-à-dire en prenant acte de ce fait, cette voie de fait. Oui. Nous avons pris sur nous de rédiger cette requête. Oui. Et c'était quoi la requête? Requête aux fins de visite médicale. Quand nous le faisions, nous ne savions même pas encore l'état dans lequel se trouve monsieur Mamadou Mota. C'est au vu de la photo. Oui, c'est au vu de la photo que nous avons pensé, la photo qui circule, que tout le monde a pu observer, que nous avons pensé à faire cette requête de façon proactive. Et effectivement, la requête nous a des raisons, parce que nous l'avons enregistrée, nous l'avons déposée au tribunal militaire, et lorsque nous sommes allés avec la copie pour assister à l'audition de Mamadou Mota, quand nous l'avons vu, effectivement, elle a trouvé tout son bien fondé. la requête a trouvé tout son bien Olivier, fondé. il faut ajouter que Mamadou Mota a d'abord fait l'objet d'une garde à vue administrative. Parce qu'au lendemain juste après la marche du 1er juin, Mamadou Mota et ses amis politiques, notamment le docteur Oko Apollinaire Legrand et Sa Majesté Bilo Haïfa, ont été appréhendés et gardés dans les locaux du commissariat central numéro 1 et de la PJ pour certains. Après 3 jours de garde à vue, au secret, sans assistance, tout à fait au secret, ils ont été conduits à la prison centrale de Yaoundé-Koningui sur la base d'un arrêté de monsieur le gouverneur du centre, ordonnant une garde à vue administrative pour grand banditisme. Incroyable. Parce qu'il faut le rappeler, Olivier, l'autorité administrative au Cameroun, au terme de la loi numéro 90-054, 19 décembre 1990, ne peut signer des arrêtés de garde à vue administrative que dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Et le grand banditisme qui est bien connu et qui est bien défini. Est très bien connu. C'est le gangstérisme, voilà. C'est les actes des gangsters, oui. C'est les vols à main armée, etc. Les gangs. Nous avons saisi le président du tribunal de grande instance du Fundi par des requêtes de libération immédiate en habeas corpus. Et je dois vous dire quelque chose qui doit vous étonner. Alors même que la garde à vue de Mamadou Mota n'avait pas été renouvelée, le juge a refusé de le libérer immédiatement. En d'autres termes, en l'absence de tout mandat justifiant sa détention, en l'absence de tout titre, on l'a gardé en détention. On l'a gardé en détention. Ah oui. Et c'est illégal par la suite que nous apprenons qu'il a comploté avec le paquet. Non, nous apprenons qu'on l'a conduit devant le tribunal, devant le juge d'instruction du tribunal militaire. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une garde à vue administrative qui n'est pas levée, parce que nous avons fait appel de la décision du TGI. Oui. Et la procédure doit passer en appel. Il fait l'objet d'une garde à vue administrative non levée. Il fait l'objet d'un mandat de détention provisoire. Qui chevauche. J'ai jamais vu. Ça s'est vu déjà dans l'histoire. Et d'un isolement au 7. Nous sommes dans le vaudou. D'accord. Mais oui. Et je voulais également préciser, parce qu'il me semble qu'on n'a pas souligné ça d'entrée de jeu. Peut-être que ça a été fait, il faut le repréciser. C'est amusant, mais c'est intéressant. Il est au 7, il est suspecté d'avoir commis les faits de rébellion
Il est à la prison Sankara de Konégé. De pillage en bande. Il est à la prison Sankara de Konégé. Oui. Rébellion, Oui. pillage en bande, incendie, tentative d'évasion. Manifestation illégale. Etc. Voilà les thèmes, Oui. voilà les infractions motifs, les infractions qui sont retenues. Qu'on lui reproche actuellement au CED, pour lesquels il est au CED. C'est incroyable. C'est-à-dire, il faut le Pillage en bande, rébellion, oui, Qu'est-ce qu'on pille dans une tentative prison? d'évasion, incendie. destruction des biens publics, Incroyable. Incroyable. manifestation légale. En prison. Ouais, là. Oh là là. Je voudrais savoir, juste entre parenthèses aussi, le secrétariat d'État à la Défense, qu'on appelle commodément le CED, du nom du sigle qui permet de le désigner, est-ce que c'est les locaux dans lesquels on voit également ceux qui abritent justement les bureaux du CED lui-même? Est-ce que c'est là-bas que vous étiez? Exactement. C'est là-bas où toutes ces choses se sont déroulées? À À siège de la l'intérieur, gendarmerie. le secrétariat d'État à la Défense contient d'abord les bureaux du secrétaire d'État à la Défense. Lui-même. Chargé de la gendarmerie. Lui-même est là. Ce que vous dites, c'est Le déroulé service là. central de recherche judiciaire est un service de la direction de l'emploi et des structures qui du CET. D'accord. C'est un service qui dépend de la direction de l'emploi et des structures. D'accord. Ça veut dire, et vraiment ça c'est pour la bonne gouverne des internautes qui nous écoutent et qui regardent, il faut rappeler que dans la nomenclature, le ministre de la Défense, le vrai, celui qui a le titre, c'est celui qui officie en qualité de chef d'un État. Bien sûr. Et donc, un ministre de la Défense, dans le cas camerounais par exemple, est délégué. Bien sûr. Tout à Et fait. d'ailleurs, son titre le dit. Tout à fait. Il est ministre délégué Voilà. à la présidence, Bon. chargé de charge- la défense. Et il a un secrétaire d'État à la gendarmerie. à la gendarmerie. Et Nous sommes donc, il y a donc le service central de recherche judiciaire qui est donc le chef service central de recherche judiciaire est le collaborateur du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. alors je posais ces questions qui ne sont pas anodines parce que le politique que je suis voit très bien la main du politique derrière tout ce qu'on voit. Parce que, et c'est un commentaire qui ne vous engage pas, il m'engage moi, Faire son opinion. absolument, parce que on voit quand même dans une maison dont la tradition est d'être aux ordres, que nous avons des personnes qui sont détenues et torturées au nez et à la barbe du CED. Je crois que cela veut dire quelque chose aux observateurs avertis. Et nous comprenons ce que cela veut dire. Nous avons compris. Je crois aussi que lorsque nous avons coutume de dire que nous sommes en face d'une sauvagerie d'État, nous ne sommes pas dans l'exagération. Parce que, nous le disons à l'adresse des internautes, le sauvage, c'est celui qui se passe de toutes les règles de vie, notamment sociales. Et les règles de vie sociale, parmi ces règles, il y a justement la règle de droit. Et si la règle de droit est bafouée, on se retrouve dans un état sauvage, une sorte d'état primaire, un état de nature où la règle est dictée par le plus fort. Et en l'occurrence, par celui qui porte des randiès, un béret rouge, et qui a souvent à son ceinturon ou une matraque ou un fusil. C'est quand même terrible que nous soyons au XXIe siècle et qu'on ait totalement cette impression très forte d'être dans une rue en Allemagne nazie à l'époque d'Hitler. Olivier, il faut qu'on prenne des mesures pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Sinon, le Cameroun assumerait son titre d'État délinquant, d'État voyou et d'État sauvage. Les autorités doivent prendre toutes les mesures pour que pareille scène ne se reproduise plus. C'est honteux. J'ai honte. Je voudrais aussi dire très clairement à l'endroit des internautes qui nous ont écoutés ce soir que nous avons pris la figure, on dira la figure tutélaire du premier vice-président national du MRC, mais c'était un raccourci parce que nous imaginons le calvaire
qui a été celui de toutes les autres personnes arrêtées en sa compagnie. On imagine le calvaire de toutes ces personnes dont nous ne pouvons dire jusqu'à présent s'il y en a qui ont survécu à toutes les brimades. Il nous a dit qu'il était avec Nana Serge Branco au moment de son infiltration. C'est-à-dire au moment où on le sort de la prison. Dans la nuit du 22 au 23 juillet. Oui, il a reconnu, le seul qu'il a reconnu, c'était le détenu Nana Serge Branco. Nana Serge Branco qui est un militant du NDI, militant MRC du NDI. Très dynamique et très reconnu. Ensemble, oui. Et depuis qu'il est arrivé au 7, il ne sait plus ce qui lui est arrivé. Donc nous ne savons. Il n'a plus de ces nouvelles. Il n'a plus de nouvelles de Serge Branco. De ce détenu. Donc, j'ai d'ailleurs une pensée pour ce brave garçon. Bien entendu, parce que j'ai assisté d'abord à l'occasion des audiences d'habeas corpus. Oui. Et puis devant le juge d'instruction du tribunal militaire. Oui. Il m'a fait une très bonne impression. Mais je me souviens aussi de la prestation à cette occasion-là, ainsi que vous savez, c'est pour dire justement que nous avons par exemple le cas de Moutaga Sylvanus, qui lui également a fait l'objet de ce rapt. Il a été enlevé lui aussi et conduit, dont on est également sans nouvelles. Il y a plein d'autres, le docteur Kouam. Docteur Kouam. Oui, le docteur Kouam, absolument. Il y a nombre de résistants pacifiques qui manquent à l'appel. Ils sont au moins 22. Et ce qui est surprenant, nous souhaitons que les autorités communiquent sur ces enlèvements. Et sur le sort qui a été réservé à ces personnes. À toutes ces personnes. Absolument. Nous voulons savoir le nombre, leur lieu de détention et la façon dont ils sont traités. D'accord. Je crois que nous allons provisoirement mettre un terme à ce direct. Nous avions pour objectif de mettre sans filtre à la disposition des internautes la réalité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons été très choqués par ce que vous nous avez fait comme témoignage et on voulait que les internautes, le Cameroun, le monde, entendent de votre propre bouche les confidences que vous avez pu recueillir auprès de Mamadou Mouta et de ce dont vous avez été les témoins bien malheureux, je l'imagine. Parce que vous m'avez dit, et je l'ai deviné, votre détresse de vous sentir impuissant en tant qu'avocat, de ne pouvoir exercer. Nous avons d'ailleurs sollicité qu'il soit transféré dans un centre approprié pour recevoir des soins. Oui. Donc j'en profite pour vous dire de transmettre au collectif plus que jamais toute la fierté qui est la nôtre. Il y avait des idées reçues qu'on avait sur le Cameroun et sur la plupart des pays africains. Vous savez, on a souvent des préjugés nous concernant, c'est de dire que nous réglons tout par la violence et que nous manquerions de correction et qu'en termes de civilité, nous ne savions pas nous tenir. Vous êtes, vous, dans le collectif et sous la houlette du président élu en dehors de toute fraude électorale qui y tient, qui exige à chaque fois que ce soit en droit que nous ayons gain de cause, malgré tous les dénis de droit qui nous sont opposés. Vous êtes toujours là, vous répondez toujours présent. Certains ne savent pas que vous le faites pro bono. C'est une expression pour dire que le collectif travaille à titre gratuit et que vous prenez sur vous de sacrifier vos autres affaires pour mener cette bataille. Les gens doivent savoir qu'il y a de grandes prouesses que vous avez accomplies, il y a de grandes avancées qu'on a observées. Si par exemple dans la première phase, certaines autorités injustement érigées en autorités publiques, hélas pour nous, ont instrumentalisé grossièrement la justice, c'est grâce à votre travail qu'aujourd'hui ces gens-là ont reculé et désormais préfèrent passer par le recours notamment à des arrêtés de garde à vue administrative. Ce qui, il faut le reconnaître, serait plutôt orthodoxe, parce que quand il s'agit justement du maintien au plan préventif de l'ordre public, la garde à vue peut avoir droit de cité, puisqu'elle n'est pas une infraction qui apparaît dans le casier judiciaire. Et lorsqu'elle est faite, parce que dans le cas présent, ils ont recouru à la garde à vue administrative, mais là encore en violant, hélas, la loi, vous l'avez démontré d'ailleurs, à l'occasion des recours qui ont été introduits. Mais la vérité, c'est que pour qui observe attentivement, c'est un recul
qu'ils ont fait et c'est une victoire de l'état de droit. Parce que le fait que désormais ils renoncent à instrumentaliser aussi grossièrement la justice sur, en tout cas, les mesures qui ont été prises relativement aux gardes à vue administratives, c'était une grande victoire. Et c'est à vous qu'on la doit. Aujourd'hui également, nous avons les preuves qui s'accumulent, qui s'amoncellent, du fait qu'au Cameroun, les principes généraux du droit, les principes spécifiques, peu importe lesquels, sont systématiquement foulés au pied. Nous avons la preuve parce que vous avez apporté cette preuve-là. Il y en avait qui faisaient des débats savants et éthérés dans les airs pour affirmer des choses qu'ils ne pouvaient pas prouver. Nous, aujourd'hui, et le monde avec nous, a la preuve que nous ne sommes pas dans un État qui fait grand cas de la règle de droit. C'est triste à dire, mais voilà le constat. Au moins dans les difficultés que nous traversons, nous aurons obtenu d'avoir cette démonstration et elle pèsera de tout son poids le moment venu, y compris aux yeux de l'histoire de ce pays. Donc je me permets, au nom des internautes et de tous les partisans de la résistance, de tous ceux qui bénéficient du fruit du travail de défense des droits qui est le vôtre, je me permets de vous remercier et de vous encourager à ne pas baisser les bras et à continuer cette lutte noble que vous menez avec tant de dignité et qui nous comble de fierté. Et je vous remercie aussi de vous être rendu disponible ce soir. Vous avez passé toute la journée hors de vos familles respectives, hors de vos cabinets respectifs, dont vous avez mis en veilleuse ce qui vous permet de gagner au quotidien votre vie et ce pourquoi vous gagnez cette vie, notamment votre vie de famille. Je vous dis merci et je vous prie et je vous souhaite de rentrer bien en sécurité chez vous et vivement qu'on se revoie bientôt pour célébrer des choses plus joyeuses parce que vous nous avez dit, et c'est vraiment le mot sur lequel je souhaite qu'on finisse, vous nous avez dit que le moral de Mamadou Mota était comment? Moralement, dites-nous, comment était-il? Moralement, est-ce qu'il était abattu? Est-ce que vous avez vu quelqu'un de faible? Est-ce que vous avez vu quelqu'un de résigné? Dites-le en vos mots, je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez vu? Notre client Mamadou Mota nous a rassurés de sa détermination à défendre l'état des droits, à se battre pour les droits de ses concitoyens. Il a le moral haut. Et c'est pour cela que nous sommes rentrés le cœur plein de joie. D'accord. Je vous remercie. Prenons note de ce qui s'est de cet après-midi. Je vous remercie une fois de plus. Je remercie les internautes qui étaient très nombreux et je leur dis à très bientôt en disant « À bas la dictature, vive la résistance ». Plus jamais ça.